Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. X, c'est quand même là où ça a toujours tiré à balles réelles, même quand ça s'appelait Twitter. Oui. Je crois que depuis le rachat, non, exactement, depuis que Elon Musk a repris ça il y a moins de 2 ans, ça doit faire un petit peu plus d'1 an à peu près. Oui. Ça tabasse encore plus. Bon, on peut penser ce qu'on veut d'Elon Musk, c'est un excellent entrepreneur, ça y a rien à dire. Après, le bonhomme, pour ma part, je n'ai aucun plaisir à discuter de lui. Il a des idées qui sont pas du tout les miennes, mais peu importe, et c'est pas ça l'essentiel. Mais c'est vrai que sur X, mon Dieu, qu'est-ce que ça tabasse. Donc je peux comprendre, et je n'avais pas vu la chose avec, évidemment, par exemple un titre comme Voici, qui est peut-être entre guillemets par nature un peu polémique. Eh bien, j'imagine que ça a dû un petit peu bastonner peut-être des avocats vis-à-vis de telle ou telle personne qui se serait fait plus ou moins surprendre. Je dis bien plus ou moins. Et encore, ça, c'est, j'allais dire, la partie la plus policée. Parce qu'on se retrouve parfois avec des situations, comme tu le disais, X est devenu un Far West, où il était déjà en partie, mais il est devenu encore plus, où le travail de veille se fait beaucoup là-dessus. On poste de moins en moins, je parle Prisma Media, on poste de moins en moins sur X, et comme beaucoup d'autres marques d'ailleurs, exactement, qui se désengagent de cette plateforme, aussi pour des questions d'absence de modération, etc. Donc, on continue à faire de la veille, mais on est de moins en moins actif dessus, j'allais dire, en tant que plateforme de promotion. Donc ça, c'est mon avis. Je lisais encore un article récemment en disant qu'il y avait énormément de marques qui avaient décidé d'investir sur d'autres plateformes, un peu plus civilisées. Et donc bien sûr ça fait partie, mais il faut y rester parce que je pense qu'il y a quand même des choses c'est pas parce que vous n'êtes pas sur une plateforme qu'on ne parle pas de vous, et donc il faut continuer à y être pour savoir ce qu'on dit de vous, éventuellement se donner la possibilité de répondre ou pas, parce que ça, ce sont des choix après de communicants, évidemment, avec les équipes dirigeantes. Mais donc je pense qu'il faut quand même être en veille, parce que parfois des choses commencent sur X et puis finissent ailleurs, sur des chaînes d'infos en continu, etc. Et c'est là, à mon avis, où commence la crise. On peut faire un très léger aparté sur ce mot. On a tendance, et moi le premier, à utiliser le mot communication de crise pour à peu près tout et n'importe quoi. C'est assez faux. En réalité, je pense que la communication de crise, elle est réservée à des situations qui sont quand même assez exceptionnelles. Et alors, il y a des écrits de la communication, de la théorie de la communication sur ces écrits. Il faut 2 choses pour une crise. Il faut un effet de surprise massif, et 2, un danger qui mette en péril la situation réputationnelle ou fonctionnelle de l'entreprise. Bon, pour que ces 2 conditions soient réunies, on voit qu'il y a quand même un peu de chemin à faire. Ça n'arrive pas tous les 4 matins. Et même parfois, lorsqu'on a des bad buzz sur les réseaux sociaux, on ne peut pas considérer que c'est la communication de crise. Pourquoi ? La surprise. En réalité, on a des outils aujourd'hui pour être de moins en moins surpris. On a des outils de veille qui nous permettent de détecter ce qu'on appelle parfois les signaux faibles. C'est-à-dire essayer de voir une affaire, un problème, une difficulté qui commence à monter avant qu'elle n'explose en crise. Donc ça, on a déjà des outils de veille aujourd'hui qui sont quand même beaucoup mieux rodés et qui permettent de neutraliser en partie ces problèmes-là. Et le deuxième, c'est qui mettent en péril la situation, ou le fonctionnement ou la réputation de manière grave de l'entreprise. Bon, il faut savoir proportion garder. Quand ça arrive sur Twitter, parfois ça reste sur Twitter et c'est très bien aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y répondre. Ce que je veux juste dire par là, c'est que ça n'est pas proprement parler une situation de crise. Je préfère parler de situation sensible, ou parfois sur les réseaux sociaux on parle de bad buzz tout simplement, qui veut dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est juste une petite aparté parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et un peu à tort et à travers. Et je pense que la communication de crise, en réalité, c'est le dernier degré et le degré le plus grave de la crise, de la difficulté. Voilà. Et je pense qu'il y a tout un tas d'étapes intermédiaires avant qui existent, qu'il faut traiter. Je dis pas ça en disant qu'il faut pas les traiter, mais en tout cas, avant qu'on en arrive à une communication de crise, il y a un peu de chemin. Je me souviens d'un prof un jour qui m'avait dit, la crise, c'est quand on commence à vous voir en boucle sur les chaînes d'infos en continu. Voilà. Ce qui est déjà un bon indicateur, en tout cas, de l'ampleur que prend une affaire, c'est-à-dire quand elle passe finalement des réseaux sociaux aux médias plus traditionnels, et notamment aux chaînes d'infos en continu. Lorsque vous voyez votre visage ou votre entreprise en boucle sur des chaînes d'infos en continu, oui, là, je pense qu'on peut commencer à parler de crise. Écoute, c'est une masterclass trop badass, tu vois, ça rime, mais vraiment, merci Frédéric pour cet éclairage sur la crise. Parce qu'en effet, tu l'as dit, on est en permacrise aujourd'hui, toujours il y a une crise, il y a toujours quelque chose qui va pas. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de communicants qui ont peur de tout et de rien. Et tu fais bien de remettre l'église au milieu du village en disant qu'il y a 2 conditions qui sont absolument sine qua non. Et en effet, ton prof, il avait tout à fait raison. C'est quand on te voit sur les chaînes en continu, on voit ta tête tout le temps. Avant, il y a des choses qu'on peut peut-être éviter, on peut décider de répondre ou pas. Et comme tu le dis très justement, sur X, ça tabasse tout le temps. C'est le Far West, je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout. Et on répond pas tout le temps.
Exactement. Parce que la non-réponse peut être une réponse. Ça s'apprécie un peu sur le moment. Exactement, je vous le dis, alors c'est une masterclass, donc enregistrez-le bien et vous pourrez demander monsieur Frédéric Valois avec 2 L, Valois. Sachez-le, sur LinkedIn, où c'est quand même beaucoup plus calme. Hein, c'est sûr. C'est parfois presque l'excès inverse. Mais bon, le juste milieu est toujours difficile à trouver. C'est un peu le whisky contre la camomille. Mais voilà. Mais c'est très important ce que tu viens de rappeler là. Et justement, j'allais te demander, lorsqu'il y a, une situation un petit peu chaude avec un de tes titres, on va rester sur Voici. Alors, je tire pas à boulet rouge sur Voici parce que tout le monde le lit. Oui, il y en a eu d'autres. Je l'ai dit comme ça. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est celui auquel on pense le plus et qui est là depuis très 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 longtemps, depuis au moins 3 décennies. Donc ça veut dire que voilà, donc si ça n'intéressait pas les gens, tout ça, il y aurait bien longtemps que ça aurait disparu. Donc Voici est toujours sympathique à lire. Bon, quand vous êtes dedans, c'est peut-être un petit peu moins agréable, mais on n'en est pas encore là, toi et moi, Fred. Mais comment tu agis justement? Parce que un titre se fait agresser ou tabasser, pire, sur X ou sur d'autres médias, et ça remonte un petit peu plus dans les médias un petit peu plus traditionnels. Comment toi tu agis? Parce que tu es là en conseil, parce que c'est difficile de dire ce qu'il faut faire. Et si tu prends la parole, un peu comme un porte-parole du groupe, peut-être que les gens vont pas nécessairement comprendre. Comment tu te situes? Ça c'est extrêmement intéressant quand un titre se fait aller alpaguer ou tabasser ou ennuyer tout simplement. Je pense que il y a quelques indicateurs à surveiller dès le départ. Alors déjà, ça veut dire qu'il faut bien le surveiller. Je dis ça parce que parfois, il nous est arrivé que des choses passent au travers du filet. Et lorsque vous vous rendez compte que un post, et on est déjà à plusieurs milliers, dizaines de milliers d'interactions, commentaires, partages au sens négatif du terme, que vous vous en rendez compte 48 heures après, malheureusement, il est souvent trop tard. Donc il y a une première chose à respecter, c'est évidemment avoir une bonne cartographie de ce qui se dit sur vous à un moment donné. Ensuite, il y a l'émetteur. Quelle est la nature de l'émetteur ? Si c'est un compte lambda, un troll qui est suivi par quelques dizaines d'abonnés, il est évident qu'en tant que marque, vous n'allez pas forcément répondre. Si en revanche vous avez affaire, je vous donne des exemples volontairement caricaturaux, mais c'est pour être plus concret. Si vous avez en revanche affaire à un influenceur qui est lui-même suivi par des centaines de milliers de personnes, vous allez au moins vous poser la question. Donc il faut surveiller, moi, ce que j'appelle la nature de l'émetteur. Qui émet ? Il y a ensuite une troisième chose à observer, c'est la viralité derrière. À quelle vitesse et quelle est la volumétrie du tweet, parce que encore une fois je reviens sur X, mais en tout cas du post en question. Est-ce que ça va vite? Est-ce que au contraire ça prend beaucoup de temps? Est-ce que c'est très repartagé? Est-ce que c'est commenté, etc., etc. Donc je pense que ça c'est déjà des indicateurs assez basiques à prendre en compte. Et ensuite, évidemment, vous décidez de répondre ou de ne pas répondre. Je pense que déjà c'est-à-dire que l'alternative c'est pas il faut répondre A ou il faut répondre B. C'est on répond ou on répond pas. Ça, je pense que c'est déjà une première question à se poser parce que, tu le disais un peu en creux tout à l'heure, parfois, la difficulté le risque qu'on prend à répondre, c'est de venir rajouter de la crise à la crise. Et ça, c'est une question de proportionnalité qui doit évidemment se poser à chaque fois. C'est-à-dire, est-ce que je ne vais pas envenimer la situation en répondant moi-même ? Donc, c'est une question qu'il faut se poser aussi. Et puis, évidemment, ça tient aussi à la nature du fait incriminé. Parfois, ça peut être... On a eu des problèmes parfois parce qu'un article d'un magazine en question n'était pas juste, était erroné, comportait des erreurs factuelles, etc. Donc, vous vous excusez, vous faites un mea culpa, etc. Parfois, vous pouvez faire une réponse en message privé parce que vous voulez pas que votre réponse soit publique. Il y a des options, en fait, qui existent. Vous répondez ou vous ne répondez pas. Mais, ce que je veux dire, et c'est pour ça que c'est important d'avoir en tête cette notion de rapidité, c'est que en prenant cette situation au plus tôt, vous vous donnez le choix de répondre ou ne pas répondre. Si vous vous rendez compte de cette situation trop tard, d'une certaine manière, vous n'avez plus le choix. Vous êtes condamné à subir, déjà parce que vous n'étiez pas là et que pendant 24, 48 ou 72 heures, des choses se sont dites sur vous et qu'il est extrêmement difficile après d'aller à contre-courant. Donc, l'importance d'avoir une bonne cartographie de tout ce qui se dit sur vous, c'est de pouvoir vous laisser la chance de choisir la stratégie que vous souhaitez, la réponse ou la non-réponse. Et ça, d'une certaine manière, ça demande évidemment de la formation, de l'expertise, un peu de ressources, mais c'est important, c'est très important. J'allais te demander... Justement, je rebondis. Comment tout ça est préparé ? Tu as une sorte, on va dire un code où tu décides, on répond pas. Alors évidemment, chaque
chaque situation est très différente, comme tu le dis très justement. Encore une fois, si ça commence à buzzer et que tu n'as rien vu arriver, parce que ça peut nous arriver, ça peut arriver dans la nuit ou je ne sais quand ou qu'est-ce, ou qu'il y a quelqu'un qui est tout simplement pas là, ce qui peut arriver, on n'est que des êtres humains après tout, le bad buzz arrive. Et là, c'est une autre paire de manches. Mais est-ce que tu as prévu des choses? C'est-à-dire, s'il y a ça, des situations, voici ce que nous faisons, oui, non, c'est ce que tu as prévu? Oui, pour les paramètres dont je te parlais au départ, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on peut savoir assez vite si, en fonction de ce que là j'ai décrit tout à l'heure, c'est oui ou c'est non. Mais après, il y a toujours une petite part, je pense que les communicants de crise, même si je réfute en partie ce terme, savent, c'est-à-dire qu'il y a toujours une partie qui s'apprécie un peu sur le moment. J'allais dire, je devrais pas dire ça parce que ça rendrait notre travail un peu trop artisanal, mais presque à l'instinct. C'est-à-dire qu'il faut sentir aussi s'il faut répondre ou pas. Ça se fait évidemment en lien avec une équipe de communication. Et là, dans les cas que j'évoquais tout à l'heure, avec les marques en question, les magazines en question, avec la rédac chef, avec savoir aussi en fonction de ce qu'elle sait, de sa marque elle-même, de son public, des gens qui suivent la marque. Donc je pense que c'est quelque chose qui doit s'apprécier un peu parfois in situ, mais toujours avec cette idée de la réactivité. Ça, je pense que c'est un impondérable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus... Je me souviens, moi je fais une petite parenthèse, tu as peut-être entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Jacques Pilan, qui était l'ancien conseiller en communication de Jacques Chirac et de François Mitterrand, et qui a notamment été connu parce qu'il avait théorisé les ruptures de rythme en communication politique, et notamment pour le président de la République, en disant il faut alterner des périodes de silence et des situations d'intenses paroles médiatiques. Pourquoi je dis ça? Il a écrit un article en 1995 dans la revue Le Débat, un article qui a été qui est considéré comme un des articles les plus importants de la communication politique, peut-être de la communication tout court. Et je me souviens de cette phrase. Alors tu vas voir le lien que je fais avec la situation actuelle. Il disait ça en 95. Et il disait aujourd'hui il faut répondre absolument avant 3-4 jours lorsqu'il y a une crise, parce que sinon l'opinion publique s'est cristallisée. Je pense qu'on pourrait réutiliser cette même phrase et se dire on pourrait la ramener en heures voire en minutes. C'est-à-dire qu'en fait il avait raison sur le fond, c'est juste l'échelle de temps en réalité qui a changé. Parce que ça rejoint la discussion qu'on avait dans la première partie sur l'accélération du tempo médiatique. Et donc, pourquoi c'est important de le savoir tout de suite? C'est parce que, encore une fois, on se donne les moyens de pouvoir choisir sa stratégie de communication. Lorsque vous êtes à la remorque d'un événement, d'une actualité, etc., c'est trop tard. Faire ramer à contre-courant, c'est très difficile. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur cette notion de réactivité, c'est qu'il faut avoir connaissance des faits rapidement pour se donner la possibilité de répondre ou pas rapidement. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose, en tout cas pour les réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose d'absolument primordial, mais malgré tout, on peut passer à côté de choses, il y a des trous dans la raquette, etc. Et c'est normal. Donc, on essaie de combler ça au maximum et puis voilà, on y arrive quand même. Hein. Est-ce que c'est excitant, finalement, ces périodes difficiles? Oui, il y a une part, je ne sais pas si c'est excitant, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Quelques-unes, c'est bien, parce que ça fait aussi partie du métier, c'est ce que tu disais. Hein. On est dans des métiers qui sont quand même des métiers de tension. Voilà, il y a des choses qu'on planifie à l'avance, puis il y a des choses d'une minute à l'autre, on ne sait pas qu'elles vont arriver. Donc oui, en tout cas, il faut aimer ça jusqu'à un certain point, parce que ça fait partie du métier. Voilà, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce qu'après, ce sont des situations qui sont parfois usantes, et puis parfois qui peuvent mal tourner. Donc évidemment, là on en reste à des choses qui sont, j'allais dire, relativement mineures à l'échelle de la réputation d'une entreprise. Enfin, il y a quand même quelques cas sur les dernières années où on voit que les crises peuvent affecter durablement la réputation, et pas que la réputation, le business model d'une entreprise. Donc je pense que ça, c'est pour ça quand on minimise parfois, je sais que c'est un combat de Fred Fougerat et d'autres, et je les remercie de mener cette lutte sur les réseaux sociaux, mais quand on minimise parfois le rôle des communicants, notamment sur ces sujets-là, je pense qu'on fait une erreur. Je pense que ce sont des vigies aussi de l'image de l'entreprise, et parfois ça déborde de l'image et on va sur le terrain du concret et du business. Lorsqu'il y a quelque chose qui est complexe à gérer. On va parler de crise parce que c'est le mot entre guillemets un peu fourre-tout et un peu bazar, si je puis dire. Comment les marques de ton groupe prennent ton arrivée? Ils se disent, mon Dieu, il y a Fred qui arrive, donc ça doit sentir un petit peu mauvais. Est-ce qu'ils se disent, non, on va pouvoir gérer ça nous-mêmes? Ça dépend évidemment des cas, j'en conviens parfaitement. Et tu l'as dit toi-même, tu vas voir les rédac chefs et qui vont dire, non, écoute, il y a peut-être pas non plus de quoi ça trop s'affoler. Mais comment ils te
comment ils te perçoivent? Parce que finalement, tu l'as dit très justement, les journalistes n'aiment pas spécialement les communicants. C'est un peu je t'aime moi non plus depuis la nuit des temps. Bon, écoute, on va pas rester 100 ans là-dessus. Ça n'a pas grand intérêt, mais c'est ainsi. Mais comment ils te prennent? Parce que justement, c'est ça qui est passionnant, c'est que tu es dans un groupe de presse. Tu es un vrai DIRCOM, externe. Tu es un vrai amoureux des mots. Quelque part, pour toi, c'est parfois cornélien, j'imagine. Je pense qu'en fait, il faut faire le chemin, j'allais dire presque inverse, c'est-à-dire essayer de leur montrer ce que toi, tu peux leur apporter. Voilà, et dans une posture tout à fait humble. Moi, il ne s'agit pas d'aller empiéter sur le territoire de quiconque. C'est juste dire, écoutez, voilà, si vous avez ce genre de situation, voilà, on a une équipe où il y a quelqu'un qui peut vous aider, en tout cas qui peut vous donner des conseils. Parce que l'avantage aussi d'être sur de la communication corporate, c'est que vous avez l'image globale aussi de l'entreprise. C'est-à-dire que vous n'avez pas que le point de vue marque, vous avez aussi un point de vue plus large. Et puis tu le mentionnais tout à l'heure, Prisma Media fait partie d'un groupe qui s'appelle Vivendi. Donc tu as aussi l'image plus généralement du groupe. Donc je pense que il faut juste donner le sentiment que tu es là pour aider, ce qui est le cas. Hein. Moi je reviens souvent à ça, hein, la communication c'est une aide à la décision, avant tout. Ça n'est pas une fin en soi. Ça sert à rien de communiquer pour communiquer. Ça n'a aucun intérêt. En réalité, on aide. Et ça vaut pour des dirigeants. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on essaie, en tout cas, d'être utile à la prise de décision. Voilà, en apportant un certain nombre de facteurs, d'éléments, d'expertise, d'expérience, etc., etc. Donc j'ai envie de dire, voilà, ils n'avaient rien à attendre en particulier. C'est plutôt à moi d'aller faire la démarche en disant, bah voilà, j'arrive, je sais faire ceci, il y a des choses que je sais pas faire aussi, mais en tout cas, sur ces sujets-là, je peux vous aider. Et ce que je vois, parce que ça fait presque 2 ans maintenant que je suis là, c'est que, voilà, t'as raison, tu te donnais la notion presque de conseil en interne, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je suis sollicité de temps en temps par des rédacteurs en chef qui me disent, bah voilà, j'ai eu ça sur une plateforme ou j'ai eu telle demande de journaliste, comment tu ferais, est-ce que tu peux nous aider sur ce point? Et là, je pense que c'est vraiment, on est dans le cœur du rôle d'un communicant. Ça se fait de manière très formelle, plutôt informelle. Informelle, voilà, c'est un peu, voilà, on apprend à se connaître, on gagne avec voilà, ça se fait aussi dans le temps. Mais d'ailleurs, de la même manière que, je sais qu'on va pas trop en parler, mais de la relation communicant-journaliste, ils n'ont pas vocation à être amis, mais ils ont vocation à travailler ensemble. Et donc, à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi on s'interdirait d'essayer d'avoir des relations professionnelles saines, normales, fondées sur la confiance. Et ça, bah voilà, ça demande aussi d'aller voir les journalistes, de se présenter, etc., etc. Je pense que c'est un travail de pédagogie. C'est pour ça qu'on a souvent eu tendance à caricaturer cette opposition entre journalistes et communicants. En réalité, ce sont 2 profils qui ont évidemment leurs objectifs, qui ont leur feuille de route, mais qui sont amenés à travailler ensemble. J'allais dire, autant le faire dans un cadre de respect mutuel et sain. Et encore une fois, tout se passera bien.